Bonsoir à tous, bienvenue pour cette avant-première du dossier Mal d'Aurore. Très heureux de vous accueillir ce soir. Je vais faire une petite parenthèse sur Sens Critique, vous êtes quelques-uns à vous poser des questions, je vais vous en parler un petit peu. Vous l'avez constaté depuis quelques jours, on a des petits soucis techniques. On travaille d'arrache-pied dessus, toute la team elle est mobilisée. On espère un retour à la normale demain matin, midi, mais c'est pas certain. Donc vous avez le droit de nous insulter, mais soyez gentils quand même parce que c'est pas facile pour l'équipe. Et sinon, au pire, peut-être encore d'ici 1 ou 2 jours. Mais voilà, ce soir, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler de ce très beau film. On a la chance d'avoir avec nous ce soir le réalisateur Fabrice Duvels ainsi que Anthony Bajon qui vont venir nous faire un petit coucou avant la projection et avec qui on échangera à l'issue de la projection. Je vous remercie de les applaudir. Bonsoir. On est ravis d'être là, vraiment. On ne va pas la faire trop longue. Le film est conséquent, vous allez voir, on aura une rencontre après, on sera ravis d'être là pour répondre à vos questions si vous en avez. J'aimerais juste vous dire que ce film est inspiré d'une histoire vraie, librement et partiellement inspiré de l'affaire Dutroux, vous le savez. C'est une histoire qui a énormément marqué mon pays. C'est une histoire qui a changé beaucoup de choses dans ce pays étrange qu'est la Belgique. Moi j'avais donc 20 ans quand c'est arrivé. À 20 ans on pense toujours que... on pense que la justice, que la police fait plus ou moins bien son travail. Et là on était fascinés devant les dérèglements et les dysfonctionnements d'un État en perdition complète. Et il y a 2 grandes questions qui ont irrigué toute la production de ce film. C'est la question de la justice, donc. Que peut faire un honnête homme dans une société où la justice dévisse? Ça paraît simple comme question, mais quand on s'y penche, c'est lourd, c'est vertigineux même. Et la question du mal. La question du mal, qu'est-ce que le mal en fait? Est-ce que c'est trois pédophiles dans une cave qui font des trucs dégueulasses et des gamines, ou est-ce que c'est la guerre des polices, comme vous verrez, la corruption, la rétention d'informations? Donc autour de ces 2 grandes questions, on a essayé de mettre le personnage de Paul Chartier, qui est incarné par Anthony Bajon, au cœur viscéral en fait de ces 2 grandes questions. Donc je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir le film. Encore une fois, je serai là après pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, je vous souhaite une très bonne projection. Anthony, tu as peut-être un petit mot à dire? Ben oui, merci de vous être déplacé. Merci de nous accorder un peu de votre temps si précieux. Voilà, bonne projection à vous. Je vais vous demander d'accueillir Fabrice Duvels et Anthony Bajon. Comme on garde un micro pour le public, il faudra que vous partagiez le micro. Rebonsoir à tous. On va vous donner la parole, peut-être vous laisser le temps de digérer un tout petit peu le film. Et peut-être Fabrice, moi ce que j'aurais bien aimé, c'est que tu nous remettes un petit peu en contexte le film, que tu nous parles aussi un petit peu de cette affaire que peut-être tout le monde ne connaît pas. Et voilà, comment est-ce que un fait divers est devenu une affaire d'État et même un cataclysme pour un pays. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Je pense qu'il y a des choses qui sont assez visibles dans le film. Donc en 95, il y a 2 gamines qui disparaissent. 6 mois plus tard, il y en a 2 autres. Il y a une opération de surveillance qui est mise en place par la gendarmerie de Charleroi, qui est juste une opération de surveillance. Donc elle n'est pas mandatée par aucun magistrat, donc en fait elle est illégale. Ils ne peuvent pas intervenir en fait. Et cette opération s'appelle l'opération Othello. Et c'est une opération qui va mener à rien. Et tout ça se passe dans un contexte très particulier, qui est un contexte de guerre des polices, comme vous avez pu le voir. Il y a une réforme fédérale qui arrive, on ne sait pas quand elle va arriver,
Et chaque corps de police, en fait, essaye de faire prévaloir son propre corps aux dépens des autres. Dutroux, à l'époque, est un délinquant sexuel notoire. Il sort de prison. Il a été condamné à 13 ans. Il en fait 6. Il sort. On sait qu'il est dangereux. Et en plus, on sait qu'il construit des caches dans ses caves. Parce que la scène du début, avec le témoin Léon Huyghe qui vient parler à la gendarmerie, a vraiment eu lieu. En fait, le film est assez factuel, sur 80%. Vous avez bien entendu vu qu'il dévisse, et il y a une uchronie qui arrive un peu vers la fin du film, mais sinon on est assez proche, le contexte est assez juste en fait, en tout cas dans cette partie-là de la Belgique. L'affaire a eu lieu dans différents endroits, en Flandre, à Bruxelles, mais à Charleroi il y a eu ça. La maison de Dutroux, la maison où étaient enfermées les gamines, où elles sont mortes d'ailleurs, est à 500 mètres de la gare. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Sinon lâche-la. Lâche-la. Lâche-la parce Je que présente la productrice du film. Donc dans l'inconscient de cette population, ça a été quand même quelque chose de très très particulier de voir passer plusieurs fois par jour devant cette maison, avant et après. Enfin, c'est quelque chose qui a dû en chavirer beaucoup. Voilà pour les grandes lignes de l'histoire. Enfin, l'histoire forcément a eu beaucoup de rebondissements jusqu'à la marche blanche, jusqu'au jugement. Aujourd'hui, Dutroux est en prison pour la thèse du prédateur isolé. Vous avez bien compris en voyant le film que c'est une thèse auquel je ne souscris pas trop. Mais je ne suis pas juge et encore moins avocat, donc moi j'ai juste essayé de faire de la fiction. Et souvent, les gens, surtout en Belgique, me confrontent avec cette thèse du réseau et me disent oui, mais vous faites du complotisme. Mais je leur dis très simplement que si j'avais dû faire un film sur la thèse officielle, ça aurait été n'importe quoi. Ça n'aurait eu aucun sens. Il y a des manquements quand même qui sont assez édifiants dans cette affaire. Mais alors, et pourquoi tu as voulu, toi, t'emparer de ce sujet ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais 20 ans à l'époque, ça a été une bombe à retardement. C'est une affaire qui a fait énormément de bruit, qui nous a tous, en tout cas les gens de ma génération, qui nous a profondément affectés. La génération plus haute, enfin pareil, moi, mon père, les copains de mon père, enfin, c'était quand même quelque chose dont on parlait tous. Et puis surtout, c'est le spectacle édifiant. Il y a eu une commission d'enquête qui était en direct, c'était une sorte de pré-love story, quoi. C'était les premiers balbutiements de la télé-réalité. On était tous devant cette commission d'enquête. Tout ça se passait devant les parents des victimes, et c'était juste un spectacle affligeant où les gens, tous les différents camps s'insultaient, se renvoyaient la balle. Enfin, c'était un spectacle d'une médiocrité absolument terrible. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais que je nourrissais déjà l'ambition de faire des films, et je me disais que ça ferait un film incroyable. Alors bien sûr, j'étais très jeune et j'avais pas du tout la même expérience qu'aujourd'hui. Il m'a fallu du temps, en tout cas, pour trouver la bonne porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est le personnage de fiction qu'incarne Anthony, donc un jeune gendarme zélé, impulsif, idéaliste, qui va se confronter en fait à tous ces dérèglements, parce que moi je veux rester dans mon rôle, je veux rester dans le rôle du cinéaste en fait, et donc seulement parfois, comme le film a une teneur très très réaliste, les gens, certaines personnes me disent mais alors quoi, c'est vrai, c'est un documentaire, c'est une fiction, c'est quoi, enfin, c'est un film de fiction. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le portrait de Paul Chartier. Alors justement, Anthony, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu as abordé le personnage ? Et Fabrice, si tu peux lui prêter ton micro. Ah, pardon. Comment j'ai abordé le personnage ? C'est ça la question. Oui, ouais. Et là, c'est simple, les questions vraiment intéressantes, elles viendront du public. Comment j'ai abordé le personnage ? Pour moi, il y avait l'idée de faire la transition entre la fin de l'enfance et quelque chose de marqué, symbole de l'âge adulte, avec le traumatisme. Donc, il y avait tout un truc à aller chercher là-dedans, dans l'idée d'incarner cette transformation-là, donc à travers le corps, à travers les silences, à travers le regard.
voilà, on a abordé ça avec Fabrice en allant surtout à Charleroi, là où justement toute cette affaire s'est passée, et donc sentir un peu l'atmosphère, et ça s'est fait assez simplement, en allant regarder comment les gens bougeaient, s'habillaient, un peu la précarité qui émane de cette ville. Donc voilà comment je suis en train de... Parce qu'il y a aussi un contexte social et culturel aussi, à Charleroi. Bah oui, ça je pense que c'est Fabrice qui en parle mieux que moi, mais oui. Vas-y. Non, mais Charleroi est une ville très paradoxale, on va dire. Au milieu du 19e siècle, c'était la deuxième ville la plus riche du monde. Donc vous imaginez le chemin qui a été parcouru. Aujourd'hui, de par l'industrie, la sidérurgie et tout le bassin minier en fait, qui a collapsé, c'est-à-dire que c'est vraiment une ville qui est figée dans les vestiges encore du passé. Et c'est sûr qu'ils n'avaient pas besoin de cette affaire Dutroux. L'affaire Dutroux, vraiment, a figé, a maudit en fait toute cette région. C'est une région assez incroyable, très paradoxale encore une fois, enfin très très visuelle. Hein. Tout ça est laissé à l'abandon. Il y a toutes les industries, les vestiges du passé sont là. Comment voulez-vous qu'une population puisse avancer, se reconstruire? Et c'était toute l'ambition de ce film. C'est un film qui s'inspire donc partiellement d'une affaire terrible qui a précipité la Belgique vers un fédéralisme forcené. Aujourd'hui, la nation belge n'existe pratiquement plus. C'est des communautés qui s'autogèrent. Hein. La Flandre s'autogère, Bruxelles s'autogère, la Wallonie fait ce qu'elle peut. Tout simplement parce que cette affaire Dutroux a jeté encore plus d'opprobre sur ce pays, qui s'est disloqué encore plus, qui se flagelle encore plus, et simplement parce que c'est un trauma, et c'est un trauma qui n'est pas confronté. Et donc, en France, c'est pareil, hein, pour Vichy ou pour l'Algérie, c'est des traumas qui sont ensevelis, et je pense que la responsabilité aussi de nous qui racontons des histoires, c'est de pouvoir mettre le doigt sur certains traumas en cherchant les responsabilités, enfin les responsabilités, en jugeant au mieux les responsables, et comme ça on peut faire corps, on peut faire société, on peut avancer ensemble, on peut dépasser ces traumas. Je sais bien que ce film ne changera pas la face du monde, mais en tout cas c'était ma petite contribution à ce pays qui est le mien, et qui est un pays que j'aime et que je déteste. Donc c'est tout le temps cette espèce de paradoxe en fait, et dire de plus. Peut-être avant qu'on passe la parole au public, peut-être encore une question. Tu nous disais tout à l'heure, c'est un film 80% réel, 20% de fiction. Qu'est-ce que la fiction elle apporte en fait? De fait. En fait, oui, pardon. Ils sont les faits. Forcément, vous avez bien compris que c'est un film de fiction. Paul Chartier n'existe pas. Sauf qu'on a tourné avec beaucoup de comédiens qui étaient des comédiens non professionnels. Donc c'était mêlé en fait le réel, presque une approche documentaire. Hein, qu'est-ce qu'apporte la fiction en fait dans ton procédé narratif et dans ton procédé de réalisation? Alors la fiction, à mon avis, puisque c'est un sujet qui me dépasse complètement, peut, à partir du moment où il est transcendé et réussi, peut provoquer une sorte de résilience ou une catharsis populaire. C'est un film que j'ai fait vraiment profondément avec une envie populaire. Mais populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire que je voulais profondément rendre cette histoire au peuple, à ce peuple-là qui a particulièrement souffert de cette affaire, qui a particulièrement été ostracisé, méprisé, moqué par cette affaire-là. La Belgique n'a pas la médaille d'or des histoires sordides, hein, il y en a partout. Mais la manière dont ça s'est déroulé, les dysfonctionnements que ça a engendré, la détestation, la crainte que ça a jeté sur même notre propre modèle juridique, enfin, nos propres institutions. C'est pour ça que quand je dis que c'est un fait divers qui devient une affaire d'État, cette affaire a failli faire vaciller la constitution belge, véritablement, comme Vichy a pu le faire en France, par exemple. C'est vraiment... c'est une histoire qui est terrible, et je pense qu'à un moment donné, il fallait la confronter... alors, ici, ça reste un film de fiction, et ça reste un film... En Belgique, on le regardera d'une certaine manière. Ici, vous le regardez d'une autre manière, mais je suis sûr qu'en Corée ou au Japon ou en Chine, ils le verront
comme un thriller droit, plus ou moins réussi ou pas, chacun jugera, mais il était important pour moi de prendre à bras le corps, en fait, de m'emparer en tout cas d'une partie de mon histoire et en tout cas de la redistribuer aux plus jeunes. Mon fils ne savait pas qu'il y avait une guerre des polices en Belgique dans les années 90, il ne savait pas ça, il ne comprenait pas. Je pense que quand on voit la guerre des polices, on comprend ce qui s'est passé et à quel point c'est préjudiciable. Ces gamines auraient pu être retrouvées en une semaine. Qui veut prendre la parole? On va commencer par monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Mais justement, sur le rapport entre fiction et réalité, comment est-ce qu'on écrit un film de fiction à partir d'une affaire aussi documentée et d'éléments aussi justement avec autant de faits? Et comment est-ce que, quelle démarche vous avez eue en tant qu'auteur sur ce film, méthodiquement, quoi? Comment est-ce que vous avez écrit? Quelle partie vous avez fictionné? Il y a deux arcs. Il y a les faits, donc la compilation de faits, un peu un travail de journalisme. On compile énormément de faits marquants dans certaines temporalités, les temporalités qu'on a voulu explorer. Et puis après, il y a l'arc dramaturgique et narratif de Paul Chartier. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est vraiment un film qui est un portrait. C'est le portrait d'un jeune gendarme que je mets à l'intersection des grandes thématiques que j'évoquais tout à l'heure, donc la justice et le mal. Non pas pour faire le malin, hein, c'est simplement, ce sont deux questions qui m'apparaissent très importantes et qui sont des questions assez larges, assez métaphysiques, mais les inscrire dans le corps de Paul Chartier m'intéressait beaucoup. Ils se débattent en fait avec ces deux grandes questions dans quelque chose qui vacille. Donc plus spécifiquement par rapport à votre question, il y a le travail journalistique qui est assez exhaustif, hein, vraiment, long, fastidieux, mais encore une fois, on a un point de vue, on a une porte d'entrée, on sait ce qu'on va raconter, donc ça facilite quand même beaucoup les choses. Et puis après, voilà, c'est l'arc narratif, la petite histoire en fait, son mariage avec Gina, la communauté italienne, lui, son passif, son enfance, sa colère, son obsession galopante jusqu'à la folie, voilà. On va prendre une question ici. Oui, bonsoir. Je voulais savoir tout simplement donc cette question, comment dirais-je, de guerre des polices qui s'est passée en 95 et nous ne savions pas que c'était à ce point-là. Qu'est-ce qu'il en est à ce jour donc concernant ces relations dans les différents services La Belgique est devenue un État fédéral, monsieur. Il n'y a plus qu'un corps de police. Il y a une refonte de la police en 2002. Donc voilà, la Belgique est devenue un État fédéral, donc il est centralisé. En tout cas, la police est centralisée. Il y a un corps de police. Donc il y a une refonte suite à l'affaire Dutroux, hein, il y a une refonte de la police. Et pour vous, citoyens belges, comment vous le ressentez ça à ce jour? Donc c'est plus performant qu'auparavant. Je ne suis pas un spécialiste, hein, monsieur. Mais je ne sais pas très bien comment je peux le ressentir. Je pense que la police fait ce qu'elle peut dans la majorité des cas. Dans les années 90, en tout cas pendant cette guerre des polices, c'est presque des clans mafieux qui s'affrontent. Mais bon, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a retrouvé un peu partout. D'ailleurs, toutes les gradés qui ont été incriminés ou qui ont été désignés ou responsabilisés pendant l'affaire Dutroux ont tous été promus dans le corps de la refonte des polices. Le monde est ainsi fait. En tout cas, bravo pour cette performance quand même. C'est vrai que bon, c'est tourné un peu la caméra à l'épaule et je trouve qu'on rentre vraiment dès le début dans le film. Et puis vous avez fait un travail de recherche au niveau des documents qui est impressionnante. Et puis je voulais féliciter la performance de Tony qui vraiment crève l'écran. Je dis bravo. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, j'essaie de clarifier mes questions. Ça commence mal. Ouais, putain. Vous savez pas. Ça fait... en fait, je peux poser des questions à toi, Anthony. T'as travaillé combien de temps le rôle en amont du tournage? Il y aura bien 3 jours. non. Super. Il y avait une deuxième question ou pas? Enfin, si, j'en ai une, mais vas-y, les réponds à la fin. Non, en fait, Fabrice est venu me chercher longtemps en amont, enfin longtemps parce que les financements n'ont pas eu lieu aussi rapidement que ce que Fabrice espérait et que nous tous on espérait. Donc on a eu le temps de bien aller se balader à Charleroi, de visiter le scénario, de se poser les bonnes questions sur le personnage, de faire les callbacks avec le reste de la distribution. Donc tout ça... Ah, mais t'as passé un casting quand même, ça veut dire que vous l'avez choisi avant ou t'as passé un casting? Non, il n'a pas passé de casting. Vous l'avez choisi direct? Mais je l'ai à l'œil depuis un moment. Ok, je comprends. Ok. Non, j'ai pas passé de casting, il est venu me chercher, j'ai dit oui avant d'en parler à mon agent, chose qu'il ne faut jamais faire, je sais pas si les gens me connaissent, il faut d'abord en parler à son agent. J'ai accepté au bout de 20 pages, le scénario faisait 130 pages, et après il s'est fait engueuler par ses producteurs, le scénario faisait 110 pages. Mais j'ai accepté au bout de 20 pages, je me suis dit je veux absolument en être, et le vertige que ça a été pour moi, quand j'ai lu ce scénario, parce que là je fais des blagues et tout, mais en vrai, sur un scandale d'État, on parle de toute une nation, tout un pays, et je me suis dit, waouh, ce mec-là va faire un film là-dessus, je le connaissais pas, je me disais, putain, il va faire un film sur une histoire qui a traumatisé tout le Benelux, et il est en train de me proposer à moi le premier rôle. Il y a eu une sorte de vertige, un honneur immense, une fierté, et après il y avait toute l'idée d'essayer de lui rendre la confiance. Autre question, est-ce que vous avez travaillé que tous les deux le personnage ou tu avais un coach ou... Non, j'avais pas de coach, on a travaillé tous les deux. En fait, après, ça avait une idée assez précise de ce qu'il voulait. Et puis, je crois qu'en se rencontrant, on s'est rendu compte qu'on avait une sensibilité assez commune et qu'on avait des points communs aussi sur 2-3 trucs qui nous révoltaient. Et je pense que ça a été un point d'accroche. Et puis après, on a trouvé notre communication à nous. Fabrice savait exactement ce qu'il voulait raconter. Moi, je savais exactement où est-ce que je devais aller puiser. Et après, ça a été toute l'idée de savoir comment moi, pas m'abîmer pour lui donner ce qu'il voulait et lui d'avoir ce qu'il voulait. Quoi. Si tu veux ajouter quelque chose. Et j'ai une dernière question, pardon, après je m'enlève le micro. Non, je te laisse, mais quand tu dis pas t'abîmer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué. C'est compliqué à répondre. C'est vraiment très compliqué. Pas m'abîmer parce que il y a des fois on fait des films et c'est cool. Là, c'est la première fois de ma vie où j'ai préparé ma sortie. C'est la première fois de ma vie où j'ai anticipé l'idée qu'à un moment donné, ça allait être le clap de fin. On allait dire fin de tournage, chacun rentre chez soi, et que moi j'allais être tout seul face à ce qu'on avait tourné, face à certaines choses que j'avais été chercher. C'est se protéger parce que je me suis rendu compte depuis le début de ma carrière que souvent on me fait jouer des personnages très intenses et que souvent on va chercher de la merde en eux. Et le soir, t'es tout seul avec elle. Et j'ai expérimenté pas mal ce truc-là en étant là, bon, maintenant je suis tout seul, comment trouver le sommeil? Donc je me suis protégé, et avec ce sujet-là particulièrement, et je pense qu'il y avait un effet cathartique pour Fabrice avec ce film, et je pense qu'à un endroit, il y avait un effet cathartique aussi pour moi. Mais il y a du monde, il y a des caméras, et je sais pas... Voilà. Ok, dernière question, et pardon, après je passe le micro. Par rapport au scénario, vous avez fait beaucoup d'impro où les scènes étaient très très écrites, c'était très précis à la virgule près? C'est un mélange des deux. C'est très précis, mais je laisse quand même beaucoup de latitude. Et puis après, il y a toujours des idées qui jaillissent. Et puis comme c'est beaucoup de comédiens avec lesquels j'ai travaillé déjà, Ouais. donc que je connais, il y a une sorte d'émulsion qui se passe. C'est toujours, voilà... Mais par contre, c'est très cadré. C'est vraiment un espace de jeu où il est très important pour moi que les comédiens aient du plaisir à être là, à défendre des personnages même aussi ignobles. Sur certaines scènes, on s'est beaucoup amusé. Non, c'est un mélange des deux en fait. Il y a une vision très claire, c'est storyboardé, c'est écrit, c'est pensé, etc. Mais après, c'est quand je fais confiance à
à quelqu'un, je le pousse pour qu'il arrive à se surpasser, à se surprendre, à nous surprendre. Ouais, voilà. Trop bien. Merci beaucoup et bravo. C'était vraiment super. Merci. Je me demandais, il y a quand même une part d'ombre assez importante dans cette affaire, et comme vous l'avez dit, il y a même des gens qui sont un peu dans le complotisme, on peut dire, parce que du coup, j'ai quand même l'impression que tout n'a pas été dit. Je me souviens que quelques mois avant, j'avais même lu la page Wikipédia de cette affaire et qu'il y a quand même beaucoup de trous. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a un peu une partie de ce film qui a été fait aussi pour relancer un peu l'idée de réfléchir sur cette affaire, que les mentalités réfléchissent, est-ce que peut-être tout n'a pas été trouvé, ou je ne sais pas. Est-ce que vous avez pensé à ça, ou juste... Non, c'est simplement, je comprends bien, mais il y a l'indignation, donc c'est une affaire qui est jugée, donc quand la justice juge, ben, généralement on se plie à la décision de justice et on avance, sauf que là, visiblement, il y a quelque chose qui résiste. Juste pour que vous sachiez, il y a quand même 30 témoins, directs ou indirects, qui sont morts dans des circonstances très 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 troublantes. Il y a un bouquin là-dessus, hein, je ne l'invente pas. 30 personnes, c'est pas 3, c'est 30 personnes qui devaient aller témoigner, qui glissent sous la douche, ou qui ont un accident de voiture, ou qui se suicident. Enfin, c'est quand même énormément de questionnements dans cette affaire. Donc il y a deux théories qui s'opposent, la théorie du réseau et la théorie du prédateur isolé. Moi, pour avoir quand même été loin dans le dossier, c'est sûr que factuellement, il y a réseau, puisqu'il y a 3 personnes impliquées. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où va ce réseau, quelle proportion il prend. Ça, on ne le saura probablement jamais. Moi, je serais très heureux que le dossier puisse être réouvert. Beaucoup le demandent en Belgique, hein, beaucoup de personnes. L'avocat de Maître Daillé, l'avocat de Dutroux, essaie de faire sortir Dutroux, puisqu'il a purgé plus de 30 ans, il devrait normalement être habilité à sortir. Ce qui serait absolument incroyable qu'il puisse sortir aujourd'hui. Mais si ce film peut participer, même modestement, en tout cas une prise de réflexion, en tout cas une discussion, c'est déjà super. Et si ça peut contribuer et aider à une réouverture éventuelle du dossier, j'en serais pleinement heureux, oui. Et ça vous fait pas peur de faire un film là-dessus, que les gens, vu les morts... D'accord, merci. On fait un peu ce qu'on a, après on revient par ici. Bonsoir, merci. Ouais, ça tombe bien que je l'ai maintenant, c'est pour rebondir sur la question de monsieur. Tout le côté conspiration, finalement, en choisissant de faire ce film et de quelque part étayer la thèse du réseau, je voulais savoir, est-ce que là-dessus, ça vous a fait rencontrer des freins au niveau de la production, des financements? Est-ce que vous avez eu des soucis à ce propos? Non, mais je ne pense pas que ce soit un film de conspiration. Hein. Non, mais c'est un mot que vous avez vous-même prononcé à un moment, mais que certains pourraient être tentés de le taxer d'eux, et qui finalement rend le projet d'autant plus risqué pour un producteur, j'imagine. Non, je pense que le scénario a fait assez l'unanimité, en tout cas chez les financiers. Bon, c'est un projet un peu ambitieux, donc c'est toujours sur des projets un peu ambitieux, on rencontre toujours quelques soucis. Mais le scénario a été adoubé par tout le monde. Vous voyez, il y a du monde au financement. Bon, il nous manquait un petit peu d'argent, comme il manque toujours sur ce genre de film. Mais on a réussi à le faire de manière assez libre et sans interférence aucune. Okay, bon, c'est une bonne chose. C'est rassurant. Attends, on va te passer le micro. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi Benoît Poelvoorde est juste en photo. Parce que, je vais faire court, mais Benoît était censé jouer le personnage de Marcel Dedieu. Pour diverses raisons, Benoît a dû faire autrement. Donc j'ai proposé le film à Sergi à ce moment-là. Et comme Benoît et Mélanie Doutet étaient dans mon précédent film, et qu'on est assez copains, voilà, c'est un petit clin d'œil à Benoît que j'aime infiniment.
Ouais, non, je vais laisser aux autres après, mais juste, je sais pas, peut-être le casting de Laurent Lucas et Sergi Lopez, ils sont sur le même carton de crédit. C'est un petit clin d'œil à leur film précédent, comment ça s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien, ouais. Je vous laisse votre propre interprétation. C'est peut-être un clin d'œil. Vraiment. Merci. Déjà, je voulais vous féliciter pour le film. C'est la deuxième fois que je le vois. Chance, je l'ai vu à l'Étrange Festival avant. Pour moi, c'est vraiment une claque. Juste, j'ai une toute petite question, mais je voulais vous dire, tous vos personnages sont géniaux, donc vous, acteurs aussi, vous êtes génial. C'est-à-dire que tous les personnages secondaires sont attachants, on rentre dans leur vie, on est complètement pris par leur histoire, et un truc qui est assez rare, pardon, je suis un peu ému, les méchants, j'adore les films d'horreur, les films, tout ça, les thrillers, les méchants en général, on aime bien les aimer, quoi. Là, oh putain, là, bon, ils sont vraiment, bon, après, au-delà de la crasse et tout ça, mais ils sont vraiment repoussants, et ça, c'est hyper bien réussi. Donc ça, vraiment, chapeau. Un petit clin d'œil, j'adore tous les personnages secondaires, qui ne sont pas secondaires, mais notamment le collègue du héros. Je voulais vous demander si c'était un peu des clins d'œil à votre jeunesse entre c'est mon âge, hein, son t-shirt Rondo K2 et Oui. la littérature populaire qui lit le livre de gare, le LV France vous donne des infos. Donc ça, bon, est-ce que c'est voilà, des petits clins d'œil à votre jeunesse? Et juste une question un peu débile qui fait un peu snob. C'est qui le personnage qui lit les chants de Malheureux au début du film et donc qui se confronte au mal, mais de façon abstraite avant d'arriver au... C'est Inkel. Ok. C'est Inkel. Je me demandais, Ouais. j'ai vu vite fait, après je me suis dit, merde, c'est qui? Ouais. Ok. Voilà. Merci. Bravo pour votre film, c'était vraiment super. Merci. Est-ce que c'est un hommage à ta jeunesse? Un hommage à ma jeunesse. Une ode à ma jeunesse. Perdue. Vas-y, je t'en En fait, je voudrais vous dire, monsieur Bajon, que j'ai adoré le film, votre jeu, et j'ai eu le sentiment de retrouver le jeu de Lino Ventura. Voilà, j'ai beaucoup pensé, surtout dans la deuxième moitié du film, j'ai eu l'impression que vous faites osmose avec son jeu. Alors, j'ai hâte de voir la suite de ce que vous avez tourné, monsieur. Merci. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup, ça me touche infiniment. Merci beaucoup, c'est très gentil. N'hésitez pas à le mettre sur internet. Non, mais merci beaucoup, c'est très gentil. Je sais pas si je mérite la comparaison, mais c'est très gentil. Bonsoir. Moi j'avais une question sur la représentation de la communauté italienne dans le film, que j'ai trouvé très vibrante. Et ça m'a rappelé un film qui peut-être était une référence, peut-être pas, c'est Déjà s'envole la fleur maigre. De Paul Meyer. Ouais, qui est un documentaire justement sur le bassin minier, l'apport de la communauté italienne, etc. Et du coup, je voulais savoir si ça venait de votre histoire personnelle ou pourquoi vous avez choisi de l'inclure de cette façon dans le film. Alors, au début, le scénario n'était pas écrit exactement comme ça. Domenico Laporta, mon scénariste, est italien. Il est issu de cette génération-là. Hein. Bon, pas à Charleroi, mais il vient de Sicile. Ses parents, enfin, c'est un peu... Bon, en Belgique, il y a une énorme communauté italienne, surtout dans cette région-là. Mais le scénario a été écrit un peu autrement. Et c'est vraiment lors des repérages que j'ai poussé une porte un jour, et c'était la porte de la mission catholique italienne, où j'ai rencontré en fait tous ces gens à la sortie de la messe, et ils m'ont dit mais reviens dimanche, on boira le café. Donc je suis retourné, j'ai assisté à la messe, j'ai bu le café avec eux, le gâteau, etc. Et puis on a sympathisé, et puis j'ai vu que c'était absolument incroyable, qu'il y avait quelque chose de très très lumineux en fait dans cet endroit, que j'ai très très vite voulu investir. Donc on a fait des maniements dans le scénario pour intégrer profondément cette mission catholique italienne. On a fait participer absolument tous les gens de la communauté, et on a décidé de faire le mariage là, presque avec tous les gens de la communauté, les femmes qui font à manger, les gâteaux, enfin tout exactement comme ils font eux encore aujourd'hui. Et puis à un moment donné, on a fait venir Anthony, Alba, voilà, on a aussi été à la messe, on est retourné boire du café, etc. Et puis
on a vu que ça se passait bien, que c'était complètement homogène. Et donc j'ai décidé d'intégrer en fait toute cette communauté, de donner en fait, c'était vraiment le corpus populaire que je cherchais en fait, avec des physicalités très très fortes, très marquées, qui contribuent et qui à mon avis contribuent beaucoup au film, surtout au début, et puis le mariage effectivement qui est une scène importante pour moi parce que c'était une volonté de presque faire en sorte que le public oublie l'affaire, qu'on oublie presque l'affaire, et on est rattrapé par l'affaire, et puis après il commente l'affaire, et on a en fait ce paradis perdu qui apparaît comme un paradis perdu à la fin. Donc c'est quelque chose que j'ai énormément investi. Ouais. C'était très important pour moi d'être au milieu de cette population-là et de lui donner véritablement un rôle très important. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour ce film. Et je trouve que le sujet a été traité avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de richesse dans les thématiques aussi. On sent qu'il y a beaucoup de sujets et qu'il y a beaucoup de choses qui couvent aussi dans ce que vous voulez dire, dans ce que vous avez à dire, dans des thématiques qui vous touchent. Par exemple, la relation avec la mère, on a l'impression que il y avait encore plus de choses que vous vouliez dire. Bon, on est limité par le format toujours, mais du coup ça donne l'eau à la bouche de se dire, est-ce que c'était pour servir l'écriture du personnage cette thématique, ou est-ce que c'est une thématique qui vous touche particulièrement et que vous traiteriez éventuellement dans un autre... La relation avec la mère? Oui, disons que la nature de la relation avec la mère et aussi la relation avec l'alcoolisme, ouais. Le fait qu'il y a une rédemption, par la suite il y a une évolution, même si c'est sous-jacent, l'affaire est vraiment sous les projecteurs. Mais disons que, moi, j'ai été particulièrement touchée par la délicatesse et la subtilité avec laquelle cette dimension du film a été traitée. Et donc, c'était pour savoir si c'était une thématique qui vous touchait, vous, personnellement. J'ai quelques petits problèmes avec ma maman, comme tout le monde. Mais non, c'était vraiment... Je voulais vraiment servir le personnage de Paul Chartier. C'est-à-dire qu'il était important pour moi qu'il vienne d'un milieu fracassé, qu'il cherche à se reconstruire avec un idéal de justice, qu'il pense qu'en intégrant la gendarmerie, il va pouvoir contribuer à l'effort de justice, et que cet effort de justice est encore pire, dysfonctionne encore pire que le reste, que la mère, que le père, que tout le reste. En fait. Donc ça, c'était quelque chose qui me paraissait fondamental à la construction, je n'aime pas parler de psychologie, mais en tout cas à la construction du personnage et à son arc jusqu'à la fin. Merci. Merci. Bonjour. Je vous pose une question rapidement parce que je dois m'en aller juste après, j'ai lycée demain. J'ai une question pour Monsieur Bajou. Tout d'abord, bravo pour votre film, j'ai trouvé tout bonnement exceptionnel. Mais pour interpréter un personnage en sachant qu'il est fictionnel, le tout autour d'une histoire qui est vraie, est-ce que vous avez eu des inspirations, qu'elles soient réelles ou fictionnelles, du coup, pour interpréter ce personnage? Je vais essayer de faire vite. Pour que tu sortes tes heures de sommeil. Non, en fait, je me suis vraiment attelé et c'était déjà un bon boulot de vraiment écouter les podcasts, voir les documentaires, essayer de lire les articles, tout ce qu'il y avait autour de l'affaire du trou, et de me concentrer là-dessus, sans essayer de m'inspirer ou de racoler quelque chose qui aurait déjà été fait. Nous, il y avait déjà cette dualité, ce truc en relief de la réalité, du contexte réel et de la fiction que Fabrice voulait en faire. Donc il y avait déjà beaucoup de choses à construire de ce que je pouvais prendre des deux pans. Et voilà. Après, il y avait évidemment des références de Fabrice comme Massacre à la tronçonneuse, Voyage au bout de l'enfer, Taxi Driver. Enfin, il y avait déjà pas mal de références, mais j'ai essayé vraiment de m'éloigner de tout ça pour construire quelque chose qui soit nuancé et qu'on n'aurait pas forcément déjà vu. J'ai fait une réponse vite. Tu peux y aller maintenant.
pour son humanité et je lui souhaite une très très belle carrière. J'avais juste une question sur sa réception à la Mostra et sa réception en Belgique, s'il a déjà été montré ou s'il y a eu des avant-premières. À Venise, ça s'est plutôt bien passé, mais vous savez, c'est toujours un peu étrange. On est dans une bulle, on ne sait pas très bien comment. Bon, on lit la presse, on espère qu'elle soit pas trop mauvaise. Là, c'était plutôt bien. En fait, on a l'impression, enfin, j'ai l'impression que, pourvu que ça dure, quoi, ça se passe pas trop mal. Donc, voilà, un pas derrière l'autre. J'espère qu'en mercredi, on verra. J'espère que le bouche à oreille fonctionnera, qu'on va être visible. J'espère de tout mon cœur que le film aura une chance, en tout cas. Et sur la Belgique, le film va sortir une semaine plus tard. Il y a eu déjà pas mal d'avant-premières en Belgique. Bon, c'est hautement plus émotionnel et épidermique. Il y a des débats qui sont parfois des joutes, qui sont parfois un peu plus mouvementés. Mais avec Anthony et Alba, on a fait une avant-première, une grosse avant-première à Charleroi, qui était très importante à mes yeux, et qui s'est absolument incroyablement bien passée. Vraiment, on était très surpris parce qu'on pensait qu'on allait devoir en découdre un peu, et au contraire, on avait vraiment toute la population avec nous, et qui était très très touchée et impactée par le film, véritablement. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Attends, on attend une petite seconde, s'il vous plaît, ouais. Mais en fait, ça rejoint un peu ce que monsieur vient de dire, parce que je voulais tout d'abord vraiment vous féliciter en tant que compatriote de la vérité, des faits, de ce que vous relatez dans le film, c'est écrit en vérité. Et concernant la région que je connais bien aussi, c'est vraiment très très fort pour moi. Et ma question, c'était justement aussi comment avait réagi le public, Carolo. Mais très bien, je vous l'ai dit, vraiment, Voilà. Vraiment très très bien. Je pense que surtout on l'a fait dans un pâté, donc on voulait éviter un peu les cinémas subventionnés, un peu. Voilà, donc on a fait vraiment ça dans un endroit très très populaire, donc les gens qui étaient là pour voir un film, quoi. Mais bon, ils connaissaient le sujet, ils savaient que c'était un film qui allait parler de leur région, mais j'ai senti beaucoup d'écoute, d'attention et de bienveillance aussi, vraiment. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rude avec certains, et non. Bon, un public n'est pas l'autre, mais en tout cas, j'ai bon espoir que ça se passe bien. Et aussi, je pense qu'ils ont compris la démarche. C'était redonner un peu de fierté, un peu de panache à cette... Et faire connaître l'histoire aussi un peu plus loin que les frontières belges. Voilà, exactement. C'était un peu de lumière sur cette région bien sombre. Madame avait une Il y a monsieur après, madame. Promis, c'est quoi? Alors, tout, j'ai un petit papier, je note tout. Bonsoir. Je suis par là, de ce côté. Tout d'abord, bravo pour un très bon film que vous avez réalisé et joué. Je voulais juste savoir comment vous avez adapté votre cinéma à ce film-là en particulier, qui reste un film de genre, mais qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est beaucoup plus populaire. Et au-delà de ça, quelles sont vos références? On pense évidemment aux grandes affaires de tueurs en série aux États-Unis comme Zodiac de David Fincher, ou en Corée du Sud, Memories of Murders. C'est peut-être des références que vous avez regardées avant de faire ce film, ou de total autre genre. Oui, tout à fait. Ce sont des références, sont des films que j'aime beaucoup. Mais j'ai voulu renouer principalement avec un cinéma français des années 70. Je pense à Yves Boisset ou à Alain Corneau. C'est-à-dire que c'était des films qui étaient des films d'exploitation, avant qu'on parle du cinéma de genre, de la grande berzingue du cinéma de genre, où on met tout et n'importe quoi. Moi, je viens du cinéma d'exploitation. C'est ce que j'aime infiniment. C'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc effectivement, ce film est conçu, pensé presque aussi comme un film d'exploitation, enfin à une autre époque, mais j'avais envie d'une charge politique forte. C'est un genre qui a un peu disparu aujourd'hui en France, qui pourtant a donné lieu à de grands
films, je pense à La femme flic de Boisset ou Série Noire ou d'autres films. Donc voilà, j'avais envie d'une âpreté, j'avais envie de revenir à cette âpreté-là. Alors bien sûr, il y a les grands films que vous avez cités, évidemment, puis il y a beaucoup de choses qui... avant d'être cinéaste, je suis un cinéphile un peu compulsif, hein, je suis avant tout un cinéphile obsessionnel, vraiment, et donc il y a des choses qui malgré moi, qui surgissent. Ce film-là, particulièrement, j'ai voulu le faire justement sans un référent. Pour vous dire, j'ai voulu vraiment me détacher, être tout à fait libre, ne pas être sous l'injonction d'un film matriciel, d'être libre de composer quelque chose, parce que le sujet me dépasse encore une fois complètement, donc j'ai voulu essayer de trouver mon chemin dans ce labyrinthe, quoi, avec un point de vue très dirigé et accompagné d'acteurs incroyables et d'une équipe incroyable. Merci beaucoup. Par rapport à l'impact de ce film, ce que ça va donner dans la société, pour moi ça résonne donc très fort avec toute la violence du monde qu'on traverse aujourd'hui dans cette période chaotique, qui n'est pas neutre. Je pense que ce film, pour moi, il est prophétique. Je me dis qu'il est prophétique parce que c'est une histoire qui existe depuis longtemps, on a beaucoup travaillé dessus, c'est pas terminé, il y a encore plein de points d'interrogation. Et aujourd'hui, les masques tombent tous les jours. On les voit tomber dans la presse, dans les médias, avec la parole qui se libère. Et du coup, tous les sujets d'actualité violents et corrompus se dévoilent au grand jour. Et ce film, il donne un sens très fort parce que c'est un thriller, une fiction, mais à partir d'une histoire qui nous dépasse, qui est réelle et qui apparemment a déstabilisé tout un peuple et même modifié sa constitution. Donc c'est très puissant. Et moi, je pense vraiment que vous allez avoir un succès extraordinaire. C'est ce que je ressens profondément, dans le sens où vous rejoignez juste... Non, mais on rejoint, pour moi, on rejoint, vous êtes vraiment... c'est l'inconscient qui parle aussi. Hein. Dans l'écriture, je pense qu'il y a un tel travail qui vient des profondeurs. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a vraiment l'inconscient qui nous mène vers une réalité profonde qui nous dépasse, mais qui est tangible. Donc qui va toucher encore plus les gens par la puissance de l'image, du jeu d'acteurs qui est juste extraordinaire, phénoménal. Aujourd'hui, je trouve que les acteurs ont une puissance incroyable, parce que ça les oblige aussi à être sincères et vrais. C'est pas toujours facile. Tout en ce que disait Anthony, c'est se protéger, parce qu'on voit bien toute l'émotion que ça dégage, que l'acteur dégage et qu'il a en lui. On ne peut pas tricher. Dans un film comme ça, je trouve qu'on ne peut pas tricher. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, je dis bravo. Et la puissance de la caméra et de l'image au cinéma aujourd'hui, c'est fantastique. Parce que ce sujet, on peut en parler beaucoup mieux en ayant vu ce film. Sinon, ça reste un peu dans l'ombre, vous voyez. On ne comprend pas toutes les ficelles. Mais en fait, quand j'ai introduit le film tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 grandes thématiques, mais au plus j'avance en âge, au moins j'ai de certitudes. Mais par contre, j'ai une conviction, c'est que la nature des hommes est ainsi faite que ce genre d'histoire va se reproduire inlassablement. Elle se reproduit probablement... Ben non, j'ai envie de dire avec un grand cri, excusez-moi de vous couper, plus jamais ça. Non mais attendez, plus jamais ça. Je vais juste terminer, si vous me permettez. Donc, c'est juste, si ce genre d'histoire risque de se répéter, la nature des hommes est ainsi faite, et que la seule manière de se prévenir de nous-mêmes, c'est une justice qui fonctionne. Aussi imparfaite soit-elle, mais une justice qui fonctionne. Et quand la justice ne fonctionne pas, c'est la barbarie. Ça peut être la barbarie. Et c'est tout l'enjeu du film, en fait. C'est tout l'enjeu de ce film. C'est d'avoir une justice qui puisse, encore une fois, fonctionner correctement. Sans ça, c'est les ténèbres. Une justice, mais aussi en changeant les comportements, que chacun change ses comportements. Oui, mais d'après moi, ça ne changera pas. L'homme est ainsi fait, c'est comme ça. Mais vous avez plus d'espoir que moi. Non, moi je dis juste plus jamais ça. C'est la conscience de chacun quand on voit des films comme ça, c'est se dire plus jamais cette violence. Oui, mais cette violence, que chacun se remette en question et face à sa conscience. Pour moi, c'est quand même une évidence.
tout ce qu'on traverse aujourd'hui est quand même très fort. On est tous touchés dans sa chair, dans sa famille, dans son boulot. On vit des choses quand même chacun. Il n'y a pas une personne dans cette humanité, qu'elle soit dans le déni ou pas, qui ne soit pas touchée par tout ce qui se passe. Donc quand on voit un film comme ça, on ne peut pas ne pas réagir. C'est ce que je veux vous dire. C'est que chacun doit se mettre à sa conscience pour changer. M'engueulez pas. Ah non, mais c'est vrai que j'ai envie de crier en disant, mais plus jamais ça. Ça, c'est ce que vous devez vous dire, plus jamais ça. D'accord. On va prendre encore une ou deux questions. Ou réflexions. Bonsoir. Bravo parce que j'ai trouvé, je suis là. J'ai trouvé la mise en scène hyper originale et moderne et qui change. Donc vraiment bravo. Et j'avais une question sur le montage. Vous êtes accompagné de quelqu'un que vous connaissiez ou parce que ça aurait pu être un film totalement différent avec un montage différent. Et voilà. Oui, alors j'ai longtemps travaillé avec une monteuse, Anne-Laure Guégan, pendant très longtemps. Il se trouve que voilà, j'ai voulu changer. Ça a été un peu compliqué, mais je connais Nico Lenen depuis un moment. Nico est un grand monteur. Il a travaillé beaucoup sur les films de Félix Van Groningen. Il a monté certains films de James Gray. Enfin, il a fait le film de Ryan Gosling. C'est quelqu'un qui a une écoute très très particulière et il a une dimension spirituelle, je vais dire vraiment, pour le coup, et une compréhension des images assez formidable. Et je le connais depuis longtemps, c'est mon voisin. Donc on se trouve, on a réussi enfin à travailler ensemble, parce qu'il est tout le temps un peu parti. Et ça a été un pur bonheur de travail. Bon, il y a des choses qui ont changé, parce que c'est souvent le cas. Hein. Le film était composé presque autrement. Il y a eu des changements, mais tout ça a été fait toujours dans le respect du portrait, donc de Paul Chartier et de ce qu'il traverse. En fait, c'est vraiment une réécriture assez minutieuse de ce qu'on a tourné, de ce qu'on a écrit et puis tourné, qui a été faite vraiment toujours avec le portrait et ces deux thématiques que j'ai citées, et mettre Paul Chartier à l'intersection de ces thématiques. Bravo, parce que le rythme et tout. Je suis direct. Fabrice Antoni, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais ajouter un tout petit mot avant qu'on ne se quitte. Même si Sens Critique ne marche pas encore complètement, vous pouvez aussi partager votre avis sur Insta, sur Twitter, voire même chez votre confrère. On ne vous en voudra pas. Et notez qu'à première vue, le site revient demain midi. Et voilà, en tout cas, vous avez d'autres endroits pour partager votre avis. J'ai l'impression que tout le monde l'a aimé, alors n'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.